Ça marche ou pas? Diffusion en cours. Bah, je vous propose de commencer. Alors j'espère que vous m'entendez. Bonjour à toutes et tous. Donc on va vous parler aujourd'hui de ACT, qui est une méthode imaginée et développée, portée par l'ADEME d'évaluation des stratégies climat des entreprises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit aparté sur le sommet virtuel du climat. Alors même s'il touche à sa fin, voilà, pendant une dizaine de jours, on a eu l'occasion d'écouter 31 webconférences, la dernière journée de ces webconférences étant demain. Je vous rappelle aussi que jeudi prochain, enfin non, jeudi en fait, dans 2 jours, il y aura un salon virtuel où vous aurez l'occasion de discuter avec un certain nombre de participants, et donc ça a été le moment et un vrai moment pour aussi réunir des experts du climat et de disposer de retours d'expérience pour acteurs de la finance et entreprises. Ce sommet virtuel du climat, il est porté par l'association des climat, pour le suivre et pour les suivre de façon, on va dire, de près. Je sais que ça a été un travail assez important pour leur équipe. Il y a un certain nombre de coporteurs, dont l'association Bilan Carbone que je dirige, donc je me présenterai rapidement tout à l'heure, l'ADEME ici présente, la fédération Sinov et le CEREMA. Ce sommet virtuel du climat n'aurait pas vu le jour non plus sans nos différents partenaires et sponsors qui sont représentés là. Donc l'idée, c'est de pas tous vous les présenter. On a eu la chance aussi d'associer un comité d'experts consultatifs qui nous a permis de travailler sur le programme. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire, quelques informations techniques sur cette webconférence. Déjà, c'est ne vous étonnez pas. Bonjour à tous, c'est Édouard Fourdrin de l'ADEME. On vient de perdre du coup Damien Huette, le temps qu'il se reconnecte. Oui, tu m'entends, Edouard? Oui, c'est bon, tu es Ouais, revenu. je suis désolé. Alors, je sais pas ce qui s'est passé et je pense que de toute façon, je vais te passer la main assez vite. Comme ça va être beaucoup plus simple. Je voulais faire quelques explications techniques sur le fait qu'il y a un décalage entre notre présentation et le moment où vous la recevez sur votre poste. Donc, c'est quelques secondes, mais ce qui peut expliquer on va dire un décalage sur le chat aussi, et le fait qu'on réponde de manière décalée à vos réponses et vos questions. Vous pourrez retrouver cette conférence en replay à la suite, bien entendu. Le support de présentation est à télécharger, je pense, en direct. Et vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence dans le chat. Et je tiens à préciser aussi que le chat n'est pas disponible en replay. Donc, si vous notez des informations intéressantes dans le chat, n'hésitez pas à faire un petit copier-coller pour récupérer les informations. Alors, du coup, on va parler de ACT, d'évaluation des stratégies climat des organisations. Donc, finalement, l'idée de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une trajectoire bas carbone. Et pour en discuter, donc, on a le plaisir d'accueillir ici Édouard Fourdrin du service climat de l'ADEME. Donc, bonjour Édouard. Bonjour. Charlotte Thévenet, qui est directrice RSE environnement d'Albioma. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. C'est bon, pour l'instant, tout fonctionne. Et Rémi-Pierre Lapran, chef de projet RSE chez Maison du Monde. Bonjour Rémi-Pierre. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de poursuivre avec toi, en fait, Edouard, puisque comme ça, j'aurai plus de problèmes techniques et je te laisse la main à partir de maintenant. Ok, merci du coup Damien pour cette introduction. Donc oui, je suis Édouard Fourdrin de l'ADEME et du service climat. Je travaille sur ACT depuis 3 ans maintenant, essentiellement sur les volets développement méthodologique et mise en œuvre du dispositif en France, sachant que c'est un dispositif qui est également international.
Donc ACT en fait, c'est comme je viens de le dire, c'est international, c'est une initiative en fait de l'agenda de l'action, l'agenda des solutions porté par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc c'est une initiative qu'on a initiée, alors qui a émergé un petit peu au niveau de l'ADEME au moment de la COP 21. Donc fin 2015, où on se posait du coup la question de l'accompagnement des entreprises sur la question de la transition bas carbone avec une approche prospective, et du coup on l'a développé, nous l'ADEME, mais pas tout seul, également avec le CDP, l'ancien Carbon Disclosure Project, qui est une ONG qui travaille beaucoup sur le reporting climat des entreprises et à l'échelle internationale. Donc c'était du coup pour nous un bon partenaire pour développer le dispositif ACT. Donc voilà, déjà premier point, c'est vraiment une initiative internationale qu'on développe bien sûr en France, mais également dans d'autres pays, que ce soit à l'Europe ou ailleurs. Alors, ACT, qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet du coup de fournir une information indépendante sur l'alignement des stratégies climat des entreprises et leur performance climatique au regard des trajectoires sectorielles de décarbonation. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les trajectoires de décarbonation, de transition bas carbone par secteur, et comment une entreprise en tant que telle peut s'inscrire, contribuer à la transition de son secteur, et de se positionner par rapport à cette trajectoire. Donc fournir aussi aux entreprises des éléments de compréhension de ces trajectoires de transition bas carbone. Et c'est en fait une évaluation indépendante de la stratégie climat des entreprises qui aidera du coup ces entreprises à communiquer des informations climatiques pertinentes, notamment au regard des recommandations de la TCFD pour les entreprises. Et puis c'est aussi un formidable moyen pour les entreprises qui souhaitent du coup aller vers des modèles d'affaires, des business models décarbonés, de voir justement dans quelle direction aller. Et c'est aussi un des objectifs de ACT. Et c'est aussi de manière un peu plus générale fournir une information indépendante et vérifiable sur la manière dont les entreprises abordent la transition vers une économie bas carbone. Donc voilà, on avait un peu tous ces objectifs-là en tête. L'idée, un peu si on peut le dire différemment, c'est on travaillait historiquement beaucoup sur les bilans carbone et les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Il s'agissait d'aller un petit peu plus loin en essayant de capter du coup essayant d'avoir une approche prospective pour les entreprises et qu'elles se projettent vraiment dans la transition bas carbone. Donc, si Edouard, on... Oui. juste, je peux me permettre de te couper, ça se fait pas, je sais, mais en fait, comme je le vois dans le chat et que je l'ai pas forcément précisé, on aura 3 temps de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Une après ton intervention, Edouard, sur la partie méthodologique, et une après les 2 témoignages, donc Rémi-Pierre Laprand et Charlotte Thévenet, et une en fin de partie. Donc voilà, vous avez largement le temps de poser vos questions, mais je voulais le repréciser parce que j'étais un peu vite dans la partie introductive. Désolé, Edouard, pour ce... Pas de souci, et merci pour cette précision. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on y répondra du coup à la fin de la présentation. Donc si on rentre un petit peu, si on ouvre un petit peu le capot maintenant sur ACT et regarder ce qu'on a à l'intérieur, ACT permet vraiment de répondre à la question de savoir si une entreprise est prête, alors pour un monde de degrés, pour un monde bas carbone, enfin, en tout cas si elle est prête pour la transition bas carbone. Et donc la philosophie de ACT repose sur 5 questions. C'est vraiment les 5 questions clés. La première, c'est qu'est-ce que l'entreprise prévoit de faire en termes du coup de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on rejoint la question des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième question, c'est comment elle prévoit d'y arriver. Donc, autrement dit, quel est son plan de transition. La troisième question, c'est qu'est-ce qu'elle fait déjà, quelles sont ses actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La quatrième, c'est qu'est-ce qu'elle a entrepris dans le passé pour atteindre aussi des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et la cinquième, c'est quelle est la cohérence d'ensemble de la démarche d'une entreprise sur la question de la transition bas carbone. Et vous voyez en fait qu'avec ces 5 questions, on essaie de capter la dynamique de l'entreprise sur la question de la transition bas carbone, que ce soit au niveau passé, ce qu'elle a fait dans le passé, au niveau présent, mais également au niveau futur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important
important, on n'est plus sur une photographie par exemple des émissions qui ont eu lieu, on essaie de capter la dynamique d'ensemble de l'entreprise. Donc de ces 5 questions, on arrive en fait à une note d'évaluation qui est composée de 3 éléments. La première note, c'est une note de performance qui va de 0 à 20. Plus la note est haute, plus on est aligné avec les objectifs d'une transition bas carbone. Ensuite, on a la note d'évaluation qui va de A à E, A étant la meilleure et E étant la plus faible. Là, c'est une note qui est plus donc une note et un avis de l'évaluateur externe qui va apporter son point de vue sur la stratégie climat de l'entreprise. Et ensuite, une note de tendance, soit un plus, soit un moins, soit un égal. C'est en fait l'évolution à laquelle on s'attend quand on refera une évaluation dans le futur. Est-ce que l'entreprise va plutôt progresser sur sa stratégie climat ou est-ce qu'elle est plutôt en train de décliner, entre guillemets. Donc ça, c'est la note de tendance. Ce qui est important de comprendre ici, c'est la note de performance, donc celle qui va de 0 à 20. En fait, elle a obtenu grâce à l'étude de 9 modules, chaque module étant composé de plusieurs indicateurs. Alors, le premier module, qui est assez clair et assez parlant, c'est les objectifs de réduction. Donc, on regarde si l'entreprise a des objectifs de réduction et s'ils sont alignés avec les trajectoires de transition bas carbone du secteur. Donc là, on est très, très similaire à ce que propose l'initiative Science Based Targets Initiative. La valeur ajoutée de ACT et sa complémentarité du coup avec Science Based Targets Initiative, c'est l'analyse aussi des moyens mis en œuvre par l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, on va regarder d'autres aspects. On va regarder l'investissement matériel. L'investissement matériel, c'est par exemple pour les entreprises du secteur électricité, l'investissement dans le parc de production d'électricité et voir si, du coup, ce parc, il est aligné avec les objectifs de réduction que se fixe l'entreprise. On va regarder aussi l'investissement immatériel. Donc là, ce sont toutes les dépenses liées à la recherche et au développement sur le sujet de la transition bas carbone. On va regarder la performance des produits vendus. Donc là, c'est plutôt dans les secteurs où on a des enjeux en termes d'émissions liées aux produits. Donc, je pense par exemple au secteur automobile. Clairement, c'est un module qui est important, de savoir si effectivement les voitures vendues par les constructeurs vont lui permettre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre ses objectifs. Et ensuite, on a des modules plus qualitatifs sur le management de la transition en interne. Par qui c'est porté, est-ce qu'il y a des formations, est-ce que le plan de transition est suivi, piloté, etc. Et ensuite, donc on va regarder aussi comment l'entreprise se positionne sur la chaîne de valeur, se positionne par rapport à sa chaîne de valeur sur la question. Donc elle va regarder quels sont ses engagements par rapport à ses fournisseurs, comment elle travaille avec ses fournisseurs, comment elle travaille avec ses clients et comment elle travaille aussi de manière publique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et améliorer les pratiques du secteur. Et puis le dernier module, c'est le business model. Est-ce que l'entreprise réfléchit à des business models qui seront du coup compatibles avec une transition bas carbone? Voilà, donc ça c'est l'ensemble des informations pour aboutir à la note de performance. La note d'évaluation de A à E, comme j'ai dit, c'est vraiment l'évaluateur qui donne son avis sur la stratégie climat de l'entreprise et lui va regarder si du coup le modèle économique et la stratégie est pertinente, s'il y a des risques business pour l'entreprise à faire cette transition ou pas, est-ce qu'il y a des problèmes de réputation de l'entreprise, est-ce que la démarche elle est cohérente et crédible. Il va regarder ces indicateurs-là et il va aussi se faire sa propre opinion sur la stratégie climat de l'entreprise, puisque la note de performance, elle est plutôt basée sur des données internes et propres à l'entreprise. Une autre manière de représenter les résultats, c'est ce graphique-là, en fait, que vous voyez à l'écran. Donc, on retrouve ici les 9 modules de ACT pour la note de performance. Et en fait, ces modules sont ici sont pondérés en fait selon les secteurs d'activité en fonction des enjeux. Comme je disais, par exemple, pour le secteur automobile, des voitures, et donc on va plutôt s'intéresser à la performance des produits vendus. Pour le secteur électricité, c'est plutôt le parc de production qui nous intéresse, donc on va regarder plutôt l'investissement matériel qui apparaît ici en orange. Donc voilà, on essaie à chaque fois vraiment de cerner les enjeux propres au secteur, et une autre manière de représenter du coup la note ACT, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'on va avoir non plus la note agrégée finale, mais la note obtenue par module pour l'entreprise en question, ce qui est beaucoup plus intéressant et ce qui permet d'identifier des succès et des bons points entre guillemets de l'entreprise, mais également des pistes d'amélioration.
Et là, donc sur ce type de graphique, donc vous retrouvez les 9 modules. La largeur des modules en fait représente la pondération du module dans la note finale. Donc ça permet de voir aussi si c'est un enjeu fort ou un enjeu moins fort ou pas très significatif. Et la hauteur des histogrammes donne la note obtenue. Donc là, par exemple, on a le profil d'une entreprise qui a des objectifs de transition plutôt bien notés, mais avec quand même une marge d'amélioration. Matériel qui est très bon, et par contre tout ce qui est dépenses en R&D sur la transition bas carbone et performance des produits vendus, là il y a vraiment des choses à améliorer. Après, sur les autres indicateurs plus qualitatifs, sur le management, les travaux avec les fournisseurs, les clients, l'engagement public et les business models, on a une entreprise qui travaille bien. Donc en fait, ça permet du coup de voir sur l'ensemble des composants d'une stratégie climat, là où l'entreprise travaille bien et là où l'entreprise peut encore s'améliorer. Rapidement, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais je voulais quand même juste vous dire qu'on utilise 4 concepts clés pour évaluer la stratégie climat des entreprises. Le premier, c'est une analyse d'écart. Donc là, si vous regardez le graphique, le premier graphique en bas à gauche, la trajectoire rouge, c'est la trajectoire de transition pour le secteur d'activité. De cette trajectoire-là, on détermine une trajectoire propre à l'entreprise pour apporter sa propre contribution. C'est la trajectoire grise qui converge en 2050. Avec celle du secteur. Et puis, la partie en vert, ce sont les objectifs de l'entreprise. Et là, on voit que, par exemple, entre les objectifs et la trajectoire qu'elle est censée suivre, il y a une différence qui s'accroît dans le temps. Et c'est cet écart-là qu'on va mesurer, par exemple, dans le dispositif ACT. Le deuxième concept, c'est l'analyse de tendance, où là, on va utiliser les dérivés pour justement capter la vitesse de réduction des émissions, qu'elles soient passées ou présentes, avec la vitesse qui est fournie par la trajectoire de décarbonation de l'entreprise. Et on va comparer les deux pour savoir si effectivement les vitesses réelles et théoriques sont alignées, vont à la même vitesse ou pas. Autre concept qu'on utilise, c'est les émissions verrouillées. L'exemple le plus simple peut-être pour comprendre les émissions verrouillées, c'est pour encore l'électricité, le secteur de l'électricité, où du coup on va regarder l'ensemble du parc de production dont dispose l'entreprise. On va regarder aussi quel est son plan d'investissement sur les prochaines années. Et ensuite, donc l'ensemble de ces centrales de production vont, en fonction de leur type, en fonction de leur durée de vie, vont émettre des émissions de gaz à effet de serre plus ou moins importantes et de plus ou moins longtemps selon la durée de vie de l'équipement. Donc ça génère du coup ce qu'on appelle des émissions verrouillées. J'investis dans une centrale fossile. Si elle a une durée de vie, je sais pas, de 30 ou 40 ans, je vais me retrouver avec les émissions de gaz à effet de serre associées à cette centrale-là. Donc ça veut dire que mes choix d'investissement sont si importants parce que ça a une conséquence directe sur les émissions dans le futur. Donc on regarde du coup l'ensemble des émissions verrouillées de l'entreprise et on compare ça par rapport à son budget théorique et on regarde si le budget est dépassé ou pas. Là, on a l'exemple de 2 entreprises. Une première entreprise qui est en rose, qui dépasse son budget carbone, et une entreprise en violet qui, du coup, respecte son budget carbone et qui est même en deçà de son budget carbone. Et le quatrième concept qu'on utilise, c'est les matrices de maturité. Donc là, on est plus sur l'évaluation qualitative et selon des critères bien particuliers, on va positionner l'entreprise selon son degré de maturité. Ici, on a l'exemple de 3 niveaux de maturité. Un niveau basique qui représente, entre guillemets, un peu le minimum. Un niveau avancé qui correspond un niveau plutôt voilà, bon élève sur un sujet particulier, et le niveau aligné de degrés, c'est-à-dire les meilleures pratiques en termes de transition bas carbone. Et ça, on l'utilise beaucoup sur les indicateurs qualitatifs pour positionner l'entreprise et l'évaluer sur son management de la transition bas carbone, sur les travaux avec les fournisseurs, avec les clients, etc. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi. Alors, voilà, là on est rentré un petit peu, on a regardé un peu ce qu'il y avait dans le moteur de Act. Maintenant, qu'est-ce qu'on couvre comme secteur d'activité? On a du coup plusieurs documents, plusieurs cadres méthodologiques. Le premier qui est important, c'est au niveau transversal notre cadre de travail qu'on appelle le framework, qui donne du coup l'ensemble des principes d'évaluation de Act et puis la philosophie aussi du dispositif.
On a développé depuis peu un guide aussi transversal qui, du coup, nous permet d'avoir des recommandations claires pour élaborer ensuite des méthodes par secteur d'activité, puisqu'on est bien vraiment par secteur d'activité. Et donc, ça permet de passer du framework. En fait, ça traduit le framework comment on peut traduire le framework en méthode sectorielle. Au niveau sectoriel, donc, on dispose d'une méthode pour l'électricité avec un outil d'évaluation et une synthèse. Pareil pour le secteur automobile et pour le secteur du commerce. On a développé en 2019 une méthodologie pour le secteur du bâtiment incluant la construction et la gestion immobilière. Le document n'est pas encore finalisé puisque après le développement méthodologique, on est en phase d'expérimentation. Elle se termine à la fin de l'année. Une fois que l'expérimentation sera terminée et si elle se termine bien, on ouvrira la dispositif Act de manière large à ce secteur. Donc, du coup, ce dispositif, il n'est pas que théorique. On l'a aussi, du coup, développé, expérimenté avec des entreprises. Une première phase, du coup, de test au tout début avec des entreprises internationales sur les secteurs qu'on couvre, électricité, automobile et commerce, avec une vingtaine d'entreprises et notamment quelques entreprises françaises. Donc, on retrouve par exemple Decathlon pour le secteur du retail en France, pareil Casino, Carrefour, Renault pour le secteur automobile, il y avait EDF Engie pour le secteur de l'électricité, plus d'autres entreprises internationales. C'est là où on retrouve la dimension internationale de Act. Et puis, on l'a expérimenté aussi en 2017-2018 avec des PME et des établissements de taille intermédiaire en France. Et donc, du coup, là, l'idée, c'était de voir si Act s'adaptait à des PME et des établissements de taille intermédiaire, d'utiliser plutôt aussi un contexte français, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup basé par exemple sur la stratégie nationale bas carbone pour les trajectoires de transition sectorielle au niveau français. Et donc du coup, c'était aussi l'occasion d'expérimenter, d'aller commencer à creuser d'autres secteurs, notamment le secteur du transport, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur de la construction. Donc on a travaillé avec 30 PME et établissements de taille intermédiaire. Et là, du coup, vous pourrez bénéficier juste après de témoignages de la part de Maisons du Monde et d'Albioma qui ont participé à cette expérimentation PME-ETI en France. Et dernier élément, alors, Act, ça sert à qui et ça sert à quoi? Alors, ça sert essentiellement aux entreprises, vous l'avez bien compris, je pense maintenant, pour justement améliorer et évaluer et améliorer sa stratégie climat, essayer du coup d'améliorer aussi son management et sa performance sur ce sujet-là, mais également de mieux communiquer auprès de ses parties prenantes, que ce soit les clients, les fournisseurs, les investisseurs également. C'est un point qui est important. Mais on veut aussi que ce dispositif soit utile pour les opérateurs de programmes climat, les pouvoirs publics par exemple, pour que eux puissent aussi aider à la transition des entreprises dans un secteur ou dans plusieurs secteurs à leur échelle, éventuellement faire des opérations un peu de communication via des trophées et de mener des politiques publiques qui permettent du coup au secteur de faire cette transition bas carbone. Et puis la dernière cible, ce sont les investisseurs et le monde de la sphère financière en général. On souhaite aussi que ce dispositif-là serve et soit un outil de dialogue approfondi sur la question de la transition bas carbone entre les investisseurs et les entreprises. Alors bien sûr, c'est des sujets qui existent déjà, ce sont déjà des dialogues qui sont entrepris, donc il ne s'agit pas de réinventer quelque chose, mais au contraire de l'approfondir en allant plus loin sur la question de la transition bas carbone et en allant de manière plus approfondie sur ce sujet-là. Voilà pour un panorama un petit peu global sur Act dans les grandes lignes. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai noté Tu m'entends, Edouard? Oui, c'est bon. J'ai noté quelques questions. Il y en a qui couvrent les parties d'après, notamment sur le volet formation. On y répondra peut-être plus tard. J'en avais quand même noté quelques-unes. Tu as beaucoup parlé d'actes pour les entreprises. Il y a une question qui concerne les structures publiques et les territoires. Est-ce que c'est applicable ou pas? Oui, alors on est en train de lancer des réflexions justement pour avoir cette philosophie de transition bas carbone au niveau des régions. Donc là, pour le moment, on est vraiment au niveau des régions. Donc on lance une étude. Ça devrait démarrer. J'ai pas le planning exact en tête, mais d'ici fin d'année ou début d'année prochaine ou plus tard, pour développer en fait
alors on ne va pas l'appeler acte, on ne sait pas comment on va l'appeler, mais en tout cas dupliquer cette philosophie aux régions, le tester avec les régions volontaires et ensuite évaluer l'ensemble des régions, notamment en regardant les documents du coup clés pour les régions. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être initié de notre côté, en impliquant du coup les parties prenantes pertinentes, mais également les régions. Donc oui, mais c'est en train d'être lancé. Ok, merci. Dans la même veine, il y a une question sur un référentiel générique pour les entreprises non couvertes par un secteur. Est-ce que c'est prévu? Oui, alors on fera du coup la partie perspective de Acte, on l'abordera en fin de webconférence, notamment sur les futurs développements sectoriels aussi. Mais oui, on voudrait du coup, et on le fera l'année prochaine, à partir de 2020, lancer une approche générique pour couvrir des entreprises qui ne sont pas dans les secteurs couverts par Acte. Donc là, effectivement, il y aura un enjeu à travailler là-dessus. Alors, oui, sur une approche générique pour évaluer du coup des entreprises non couvertes par certains secteurs. Et j'en profite aussi pour dire qu'on lance aussi des travaux pour accompagner aussi des entreprises sur un dispositif et les amener vers voilà, faut qu'on le définisse encore bien, mais on lance du coup des réflexions, pour accompagner les entreprises vers du ACT. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore vraiment de stratégie climat, qui sont pas encore tout à fait prêtes pour être évaluées sur cette question-là, mais qui ont quand même des réflexions et qui ont besoin de les structurer. Donc on va lancer justement une réflexion pour savoir comment, pour ce type de profil d'entreprise-là, on va pouvoir les accompagner pour se basant sur les outils existants pour ensuite les amener vers une stratégie climat en tant que telle et une évaluation possible de leur stratégie climat. Je te propose peut-être de prendre deux, trois questions avant de passer au témoignage. Peut-être deux, trois rapides sur est-ce que l'évaluation est obligatoire ou est-ce que c'est une démarche proactive de la part des entreprises? Bon, je pense que c'est. Ouais, c'est une démarche proactive. Il n'y a pas y a aucune obligation par rapport à ça, donc c'est vraiment une démarche proactive de la part de l'entreprise. C'est une initiative volontaire, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Après voilà, c'est comme je vous dis, on peut aussi, on travaille avec les investisseurs. Après les investisseurs qui s'engagent dans cette démarche peuvent demander aussi aux entreprises dans lesquelles ils investissent de faire des évaluations ACT. Donc là c'est pas du réglementaire, mais ça vient d'une demande de la part d'un investisseur, mais ça reste effectivement un dispositif volontaire. Ok. Une question sur les outils et méthodes, comme tu as parlé de méthodes internationales, est-ce que c'est disponible en français? Voilà, je fais les questions courtes, mais Ouais, en essai, c'est vrai que l'ensemble des méthodologies, sont disponibles en anglais, d'une manière générale. Après, on essaye quand même le plus possible de traduire les méthodes et les outils en français. Par exemple, là, sur le secteur du bâtiment, on a développé la méthodologie et donc on a été vigilant sur la fin pour effectivement traduire cette méthodologie-là en français ainsi que l'outil d'évaluation. Donc, on n'est pas ok. encore, on couvre pas à 100%, mais on y travaille pour que justement on ait aussi cette accessibilité. Ok. Après, le reste couvre pas mal les perspectives. Peut-être juste une dernière question intéressante, c'est où trouve-t-on les trajectoires de décarbonisation de 2050 de chacun des secteurs? Alors, Tu as commencé à parler de la SNBC, mais peut-être que tu peux préciser. ouais, alors sachant que Act ne développe pas de trajectoire de décarbonation des secteurs, on est utilisateur pour ensuite du coup traduire ça en indicateur pour les entreprises. Donc on les reprend du coup dans les méthodologies, mais on ne les développe pas en tant que telles. Par contre, effectivement, après on se base beaucoup au niveau français sur la stratégie nationale bas carbone. Donc qu'on peut trouver, alors qui est en cours de révision, mais qu'on peut trouver assez facilement du coup sur le site du ministère du Développement durable. On a aussi nos visions prospectives ADEME qu'on trouve aussi également sur notre site web, dans notre médiathèque. Et à l'échelle internationale, on se base beaucoup sur trajectoire de l'Agence internationale de l'énergie, donc les scénarios 2 degrés de l'Agence internationale de l'énergie, dont on peut retrouver aussi des éléments sur la base
documentaire de l'Agence internationale d'énergie. Donc voilà, ce sont pour le moment les grandes trajectoires qu'on utilise, même s'il y a d'autres travaux. Après, je pense aussi notamment à l'IDRI qui travaille avec nous et sur le projet DDPP, Deep Decarbonization Pathway Project, qui développe aussi des trajectoires qu'on va utiliser dans ACT. Donc voilà, il faut utiliser ces différentes sources pour avoir accès aux trajectoires. Ok, merci Edouard. Les autres questions concernent aussi comment être accompagné. Donc je te propose qu'on y réponde peut-être dans une seconde partie. Oui, on le fera à la fin, pas de souci. Et qu'on laisse la main. Alors je crois qu'on commence par Rémi Pierre Laprand. Faut peut-être passer les slides. Ça c'est bon. Oui, bon, merci, Ouais. merci Edouard, merci Damien. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc moi, je suis Rémi Pierre Laprand, je suis chef de projet RSE chez Maisons du Monde. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter notre retour d'expérience sur la méthode ACT, sur pourquoi on a participé à cette évaluation et ce que la méthode nous a apporté et comment on s'en sert aujourd'hui pour progresser. Pareil, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on aura l'occasion d'y répondre une fois le témoignage de Charlotte passé également. Pour très rapidement présenter Maisons du Monde en quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, on est nous une enseigne de distribution qui a été fondée en 1996 en France et on conçoit et distribue des produits de décoration et de mobilier. On est implanté dans 336 magasins en Europe, donc majoritairement en France, mais aussi en Italie, en Espagne et en Europe proche en général, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros en 2018, donc dans les expérimentations ACT, on était vraiment à la limite ETI, grande entreprise. Et on a un modèle de distribution omnicanal aujourd'hui qui pose des questions, évidemment, quand on s'intéresse aux enjeux de lutte contre le changement climatique, avec à la fois de la vente en magasin, de la vente à distance via des catalogues et de la vente sur le web, sur le site maisonsdumonde.com. Sur notre engagement RSE, on a toujours été attaché à l'engagement sociétal en général, et on travaille depuis 2010 en gros sur les enjeux de traçabilité des matières premières et d'appro-responsable qui étaient les enjeux prioritaires pour nous. Et au fur et à mesure de la croissance du groupe, de la croissance de notre offre, notre responsabilité a grossi parallèlement et notre ambition également, et on a pour ambition de faire croître notre offre de produits responsables pour distribuer des produits au contenu carbone plus faible, issus de filières tracées, de forêts gérées durablement, et de s'assurer aussi dans l'ensemble de nos opérations, que ce soit dans le transport des produits dans nos magasins, etc., qu'on réduit le maximum notre impact environnemental. Donc notre démarche, elle est structurée aujourd'hui autour de 4 piliers. Le premier étant structuré autour des achats avec les enjeux d'accompagnement de nos fournisseurs, du sourcing des matières premières, du contrôle des substances chimiques et du contrôle des conditions de travail dans les usines de nos fournisseurs, parce qu'on est sur un modèle de distribution où la majorité de nos produits sont achetés à des fournisseurs en Asie. Le deuxième sujet de notre engagement, c'est la conception de nos produits, donc autour de l'éco-conception, de l'économie circulaire et de solutions pour offrir une deuxième vie à nos produits. Ensuite, l'ensemble des enjeux de l'impact environnemental de nos opérations et de nos magasins dans le pilier qu'on appelle aujourd'hui commerçant citoyen, où on intègre évidemment le sujet de la performance énergétique et de la lutte contre le changement climatique, même si le sujet, je vais en reparler, est bien plus large que ça. Et dernier sujet d'engagement, qui est ce qu'on appelle s'engageant passionné, avec l'ensemble des engagements RH, de la solidarité et la Fondation Maisons du Monde, qui est une fondation sous égide de la Fondation Nicolas Hulot, qui travaille à la préservation des forêts et à la revalorisation du matériau bois. Donc, multitude de sujets qui sont assez classiques pour une entreprise de distribution de notre secteur, mais qui nécessitent des efforts de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Alors, dans cette stratégie, pour continuer le zoom, où est-ce que se situe l'enjeu climat, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique? Évidemment, c'est un enjeu qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, de l'extraction des matières premières qui composent les produits jusqu'à leur traitement en fin de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à nos parties prenantes ce qu'elles pensent de la matérialité de nos enjeux RSE, on voit que l'enjeu changement climatique
est vraiment devenu l'enjeu environnemental majeur, au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leurs attentes. Et quand on a fait en 2018 notre dernier exercice d'analyse de matérialité des enjeux RSE, l'enjeu changement climatique est monté très fortement dans la société en général. Et c'est aujourd'hui une question systématique, enfin très régulière de nos clients et de nos équipes, de l'ensemble de des personnes qui travaillent dans l'entreprise sur quelle est la trajectoire de Maisons du Monde pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon compatible avec les trajectoires de degré 1,5 degré dont Édouard a parlé précédemment. Donc, ce n'était pas un sujet pour autant complètement neuf chez Maisons du Monde. On cartographie depuis 2012, dans une logique de bilan carbone, l'ensemble de nos émissions. On était d'abord sur les émissions directes Scope 1, Scope 2, et depuis 2016, on travaille une cartographie globale de nos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des périmètres, donc Scope 1, 2, 3, selon les méthodes de calcul du GHG protocole. Et dès 2016, on avait commencé on s'était engagé dans une première démarche de réduction de nos émissions sur la période 2016-2020, qui était concentrée principalement sur des émissions directes, donc de scope 1 et 2, consommation d'énergie, avec un objectif qui était à l'époque de réduire de 30% en intensité nos émissions de gaz à effet de serre en kilogrammes de CO2 par mètre carré. Donc vraiment plutôt concentré sur la partie de notre métier de distributeur et d'opérateur de magasins. Donc, même si ce premier plan-là portait que sur nos émissions directes, c'était quand même un premier pas pour traiter le sujet, en commençant par les enjeux énergétiques et nos consommations directes. Donc, dans cette suite à ce premier plan, on s'est engagé dans une démarche d'évaluation par le CDP, qui, nous, en tant qu'entreprise cotée en bourse, était un peu l'évaluation de référence sur la performance climat des entreprises. Donc, on a été sollicité par le CDP et évalué. Ça nous permettait d'évaluer un peu où est-ce qu'on se positionnait et de guider notre approche. Et les deux premières évaluations ont été assez positives, parce qu'on a eu comme note B en 2017 et la note A- en 2018, ce qui nous permet de considérer que notre engagement était dans les clous, au moins sur une partie management, évaluation des risques et des opportunités. Mais pourquoi on s'est intéressé dans cette logique-là à l'évaluation ACT, alors qu'on avait nos objectifs, qu'on avait l'évaluation du CDP? Quand l'ADEME nous a présenté la méthode, on a été très intéressé par l'approche qui permet d'aller un cran plus loin que le CDP, selon nous, et d'être complémentaire de la première évaluation CDP, en allant creuser ce que Édouard expliquait très bien, l'évaluation des plans d'action mis en place au-delà des objectifs, et de regarder la perspective de l'entreprise de plus long terme et de la compatibilité de notre trajectoire de réduction avec les scénarios de la stratégie nationale bas carbone pour la partie française, mais de l'Agence internationale de l'énergie et l'ensemble des de décarbonation sectorielle. Parce que en plus de cet élément prospectif, la méthode ACT, de par sa déclinaison sectorielle, nous permettait de nous comparer à d'autres, nous permet encore de nous comparer même à d'autres entreprises du secteur et de voir comment notre métier de distribution, nos métiers du commerce doivent évoluer. Donc, on a participé à l'expérimentation en 2017 pour tester la méthodologie sur le secteur de la distribution. Dans cette expérimentation, il y avait une phase de formation à la méthode, d'accompagnement par un cabinet évaluateur qui nous a questionné, qui nous a aidé à consolider l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation et qui nous a fourni ce rapport d'évaluation. Et ça nous a permis de remettre un peu en perspective notre performance sur ces sujets-là et de mettre en avant notre marge de progrès, parce que la note de l'évaluation, on a eu sur notre première évaluation une note de 8C+, qui était une note à peu près moyenne pour les entreprises engagées dans l'expérimentation, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle d'Édouard qui supervisait cette expérimentation. Et donc, ça nous a vraiment permis d'identifier, d'aller un cran plus loin et
nos marges de progrès. Donc, notamment avec les recommandations d'élargir nos ambitions pour intégrer les émissions de gaz à effet de serre du scope 3, parce que en tant que distributeur, notre empreinte carbone est principalement et très majoritairement liée à nos émissions indirectes de scope 3 et au contenu carbone des produits, puis de leur transport, de travailler sur un horizon de temps de plus long terme pour challenger notre ambition, de mettre en avant des actions à renforcer sur le contenu carbone des produits. On le voyait dans la présentation d'Edouard, sur l'importance de la transformation de l'offre de produits, d'autant plus dans le secteur de la distribution, même si nos produits n'ont pas d'émissions associées à leur phase d'utilisation, contrairement à l'automobile. La fabrication des produits a un vrai impact carbone à intégrer. Sur les enjeux du commerce, ACT nous permettait aussi de mettre en perspective nos engagements avec les nouveaux modèles économiques qui sont compatibles avec des scénarios de décarbonation et avec les attentes de la société en général. Donc c'était vraiment complémentaire de l'évaluation du CDP, qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'acteur de référence par la communauté financière, et qui nous permet de compléter ça par la prise en compte de nos plans d'action. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée complémentaire au CDP. Qu'est-ce que ça nous a permis de sortir? Parce que c'est ça qui est important, je pense. C'est une fois qu'on a eu cette notation, ça nous a permis de faire évoluer notre stratégie. Ça a été un déclencheur vraiment de l'évolution de notre stratégie climat, et ça nous a poussé à passer une marche supplémentaire dans cet engagement. Donc, suite à notre première évaluation, on a intégré, donc en 2018-2019, on a complété la vision de notre empreinte carbone pour intégrer d'autres postes qui n'étaient pas jusqu'alors intégrés à nos calculs, notamment les déplacements des clients vers nos magasins, et qui ont un impact très important quand on est un distributeur comme nous, avec des magasins implantés aujourd'hui aux 2/3 dans des zones d'activité en périphérie, donc avec un vrai, même si les leviers sont assez faibles pour nous, pour agir, ou en tout cas ne sont pas faciles à activer, la responsabilité est réelle. Et ça nous a permis également de définir des objectifs sur l'ensemble des principaux postes d'émissions, donc en incluant nos émissions de scope 3 dans notre nouveau plan stratégique de l'entreprise à horizon 2024 et dans notre stratégie carbone à horizon 2030, qui étaient les guidelines pour avoir une stratégie de long terme. Donc aujourd'hui, cette nouvelle ambition, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% sur le scope 1 et 2 d'ici à 2030, et de 15% en valeur absolue sur nos émissions de scope 3, sur l'offre de produits, le transport et les déplacements des clients. On a pour ça travaillé à la fois sur la base de la trajectoire fournie par l'ADEME dans le cadre de l'évaluation ACT, mais également sur les référentiels de la Science Based Target Initiative, qui a validé le niveau d'ambition et la compatibilité de cette trajectoire avec de la trajectoire et de l'ambition de Maison du Monde avec les trajectoires de maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, voire 1,5 degré, et qui nous permet un peu de crédibiliser cet objectif et de s'assurer que l'objectif, dans un premier temps, est à la hauteur. Au-delà de valider que l'objectif est à la hauteur, le deuxième temps, c'est donc s'engager sur un certain nombre de chantiers, à commencer par l'éco-conception des produits, la revue des modes de transport pour la livraison de nos clients, la localisation des magasins, comment on accompagne les mobilités douces pour faire réduire le poids carbone du déplacement d'un client vers un magasin Maison du Monde, comment on optimise les circuits de livraison pour potentiellement se dire vaut mieux livrer à domicile, livrer en magasin, etc. Et donc intégrer une vision carbone dans l'ensemble de ces modèles. Et on a pour ça formalisé une série de feuilles de route avec nos différents métiers, avec la direction de transport, la direction de l'offre et des achats, la direction du développement immobilier, pour rapidement décorréler la croissance de nos émissions de la croissance du chiffre d'affaires, parce que on est dans une entreprise en croissance et qui a vocation à le rester
pour les prochaines années, et qui avec comme ambition aussi et comme nécessité d'inventer des nouveaux modèles compatibles avec un monde décarboné, en intégrant des matériaux issus du recyclage, en favorisant le réemploi des matières et en s'engageant par exemple dans des démarches d'économie circulaire pour trouver des solutions moins carbonées. Donc ça, c'était aussi une des conclusions de ACT, parce qu'on était challengé sur la compatibilité du modèle avec un commerce bas carbone. Donc ça nous pousse à nous engager là-dedans si on veut être à la hauteur des enjeux qui sont ceux qu'on doit affronter aujourd'hui. Pour conclure, pour vous expliquer un peu les prochaines étapes, ACT nous a poussé, comme je vous l'expliquais, une première fois à dépasser notre première formalisation, à élargir notre horizon de temps, élargir notre scope et se fixer un niveau d'ambition plus important. Et ensuite se pose la question de l'utilisation de l'évaluation de manière régulière dans le temps. Nous, ce qu'on a envie de faire chez Maisons du Monde, c'est utiliser cette évaluation de manière régulière pour confronter nos engagements avec cette évaluation et confronter en toute transparence l'avancement de nos plans d'action avec la trajectoire prévue. Ce que Édouard présentait tout à l'heure, de dire la trajectoire, la courbe descend avec à tel rythme. Notre trajectoire qu'on s'est fixée en interne chez Maisons du Monde ne suit pas tout à fait ce rythme-là, parce qu'on a besoin de réinventer certains modèles, d'enclencher des dynamiques de transformation qui prennent un peu plus de temps, mais on a besoin régulièrement de venir confronter notre plan d'action et nos réductions d'émissions avec cette trajectoire pour s'assurer qu'on s'en éloigne pas trop et que notre rythme de réduction des émissions est quand même compatible avec les trajectoires et avec les scénarios. Donc l'idée, c'est sans doute tous les 2 ans de réutiliser cette démarche-là pour avoir cet indicateur d'avancement et cette notation sectorielle, parce que on a assez peu parlé là dans la première partie de l'intérêt de la communauté financière, mais si aujourd'hui nous on travaille avec le CDP, c'est notamment parce que c'est une demande des analystes financiers, une demande des marchés, et que le questionnaire du CDP est celui qui est reconnu comme étant le plus robuste et la note faisant référence. Si on arrive à faire de ACT un outil aussi d'évaluation de la performance des portefeuilles pour les investisseurs, il faudra que nous, on soit capable, pour aller chercher des capitaux et chercher des investisseurs, de démontrer qu'on est bien sur la bonne trajectoire, et le poids du CDP et de l'ADEME qui coporte ce référentiel devrait permettre d'en faire un référentiel de référence sur lequel on viendrait tous se comparer et de valoriser potentiellement une entreprise comme meilleure qu'une autre sur la base de sa notation ACT, et donc pour un investisseur de réduire son risque en investissant dans une entreprise qui a une meilleure note ACT, qui est en tout cas plus alignée avec les trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est nous plutôt une logique de le réutiliser tous les 2 ans. Et en tout cas, j'encourage vraiment toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui à passer cette évaluation, parce que ça permet vraiment de nous challenger, de voir où est-ce qu'on en est, et d'enclencher un suivi un peu dans le temps pour aller au-delà de l'analyse des risques, comme le fait très bien le CDP, pour aller au-delà de la prise en compte du management et intégrer vraiment les plans d'action et une dynamique d'amélioration continue et de réduction drastique de nos émissions compatibles avec ces scénarios-là. Donc je vois qu'il y a quelques questions, mais je pense qu'on en prendra, on les prendra suite à l'intervention de Charlotte, à qui je vais laisser la main. Merci Rémi-Pierre. Oui, en effet, je te propose c'est qu'on passe aux questions après. Merci pour ce retour d'expérience. On va parler maintenant de la stratégie climat d'Albioma. Charlotte, à toi. Oui, merci. Alors tout à fait. Je vais commencer déjà par vous présenter Albioma, qui est sans doute bien moins connu que Maisons du Monde. Donc rapidement, vous voyez quelques chiffres clés sur la droite de la slide. Donc Albioma est un producteur d'énergie indépendant, français, qui est de taille intermédiaire. Donc, comme vous le voyez, on est à peu près 500 personnes dans le groupe. Les chiffres 2019 ont assez peu changé en termes de taille. Donc, d'une taille tout à fait adaptée à la 2e phase d'expérimentation qui a été lancée par l'ADEME sur ACT.
Donc on a contribué entre 2017 et 2018 à cette expérimentation. Albioma, c'est voilà 900 mégawatts à peu près de capacité installée, cette année. On est une société qui est cotée en bourse, donc avec un devoir aussi de transparence, et notamment au niveau des chiffres. Donc on publie chaque année ce qu'on appelle un document de référence, qui contient notamment notre reporting extra-financier, et dans lequel on retrouve une série d'indicateurs à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux. Et évidemment, on publie, les chiffres, sur nos émissions de gaz à effet de serre, directes. J'y reviendrai, un petit peu après. Donc Albioma, c'est 2 métiers dans le monde de l'énergie. À la fois le métier historique, hein, qui est la combustion, et donc l'énergie, la production d'énergie thermique. C'est un métier historique parce qu'Albioma, en fait, est une société qui date des années 80, hem, donc assez ancienne avec un savoir-faire, sur la thermique. Et puis plus récemment, dans les années, 2005-2006, a développé également un second métier qui est celui du photovoltaïque. Hem, donc sur la partie thermique, ce que nous avons développé depuis maintenant plus de 25 ans, c'est un partenariat assez unique avec le monde du sucre pour valoriser en fait un coproduit, de la production de sucre qui est la bagasse de canne à sucre. Donc c'est un résidu fibreux, qui est donc, produit par le sucrier au moment où il broie la canne pour en extraire le jus et en faire du sucre. Nous récupérons donc cette bagasse directement pour pouvoir la brûler dans nos installations. Hem, donc ça, c'est notre métier historique. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc sur la partie solaire, on est aujourd'hui un des premiers producteurs d'énergie photovoltaïque en outre-mer français. Vous l'aurez compris, donc avec le métier de la canne, on est essentiellement implanté en outre-mer pour la partie française, mais également à l'île Maurice, où on a une culture de canne aussi qui est assez prépondérante, et plus récemment au Brésil. Et depuis, la fin d'année dernière, on a également une implantation un peu plus conséquente en France métropolitaine, sur la partie solaire. Si je reviens sur notre modèle historique, lié à la bagasse de canne à sucre, donc c'est un métier que nous avons développé, donc il y a plus de 25 ans, au moment où l'industrie du sucre a voulu externaliser sa production d'énergie, puisque le process sucrier a besoin à la fois de vapeur, mais aussi d'électricité pour pouvoir fonctionner. Donc avant, notre partenariat, le sucrier brûlait sa bagasse de canne à sucre pour ses propres besoins. Hem et à un moment donné, l'industrie sucrière a souhaité se recentrer sur son cœur de métier et a décidé d'externaliser cette production. C'est là que la proposition d'Albioma, est parue assez intéressante pour le monde sucrier, puisque d'un côté, on permettait à la fois on permet aujourd'hui d'approvisionner toujours en vapeur et en électricité le sucrier en valorisant sa bagasse, et pour la même quantité de bagasse, de valoriser l'excédent de calories qui autrefois n'était pas valorisé, en faisant de l'électricité directement injectée sur le réseau. Donc, ce métier de la thermique, c'est, une chaudière de combustion. On fait brûler la bagasse, hein. Cette énergie dégagée permet de chauffer de l'eau qui derrière va actionner un groupe turbo-alternateur qui va pouvoir générer de l'électricité sur le réseau. Donc nos clients sont à la fois les sucriers, mais aussi le distributeur, et en outre-mer, en fait, notre client, c'est EDF. Alors la particularité d'Albioma et notamment, en fait, c'est lié à la culture de canne dans les DOM, c'est que cette culture, en fait, est saisonnière. C'est-à-dire que la bagasse n'est disponible qu'une partie de l'année pour pouvoir, derrière alimenter le sucrier et puis surtout le réseau électrique. Cette culture est saisonnière, c'est-à-dire qu'elle ne dure que 4 à 6 mois par an. Donc le reste de l'année, il y a plus de 30 ans, il a fallu, identifier un combustible qui permettait finalement de produire l'électricité nécessaire, sur, ces îles, le reste de l'année, et c'est à l'époque le charbon qui a été, choisi. Donc c'est le combustible historique, et donc nos centrales sont des centrales qui fonctionnent bagasse, charbon, sur la partie outre-mer.
Évidemment, la stratégie d'Albioma, c'est d'arrêter le charbon et de substituer ce charbon par de la biomasse, d'autres sources de biomasse, en valorisant en priorité des biomasses d'origine locale, c'est-à-dire au niveau des îles, et principalement du déchet avant, de travailler sur des résidus d'exploitation forestière. Vous le voyez ici, au niveau de notre capacité installée, les 900 mégawatts, concrètement, vous voyez la répartition en fait de notre parc de production sur les différents territoires. Donc la partie outre-mer et Maurice, donc avec l'océan Indien, avec une part thermique assez importante. Et d'ailleurs, sur l'île de la Réunion, on représente près donc à peu près 45 de la production d'électricité de l'île, ce qui est relativement conséquent. 42 également à l'île Maurice et un petit peu moins importante en Guadeloupe avec les 182 mégawatts installés, donc avec 30 d'approvisionnement du réseau. Heu, Cette énergie que l'on produit, thermique, c'est une énergie qu'on appelle une énergie de base, hein, c'est-à-dire qu'elle est disponible à tout moment et qu'EDF, qui gère le réseau sur ces îles, en fait, s'appuie sur nous pour stabiliser, la distribution d'énergie. Car ces îles, que ce soit la Réunion, la Guadeloupe ou la Martinique ou Maurice, sont des zones qui sont non interconnectées, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre réseau d'électricité. Elles ne sont pas raccordées au continent comme on peut l'avoir sur d'autres îles en Europe. Vous le voyez sur la partie brésilienne, donc c'est un développement qui est plus récent, avec aujourd'hui 3 centrales qui sont en fonctionnement au Brésil. Ce sont des installations qui par contre sont 100 renouvelables avec, exclusivement en fait de la bagasse, hein, parce que la culture, de canne à sucre au Brésil, dure en fait quasiment toute l'année, et donc nous permet de produire de l'énergie verte quasiment toute l'année. La partie solaire, vous le voyez, c'est la partie donc en jaune. C'est aujourd'hui une capacité installée qui est un peu moindre par rapport à la thermique, mais qui est, vraiment en fort développement, à la fois sur les îles et sur la partie France métropolitaine. C'est une énergie qui reste encore intermittente, c'est-à-dire que, contrairement à la thermique qui est une énergie de base, c'est-à-dire qu'on est soumis, aux conditions finalement d'ensoleillement, et plus largement aux conditions météorologiques pour la production, d'énergie à partir ou d'électricité à partir de l'énergie solaire. Néanmoins, Albioma développe aussi des solutions innovantes, pour pouvoir justement pallier à cette intermittence. Donc la stratégie d'Albioma, pour les prochaines années, la première re que j'ai déjà évoquée, c'est notamment d'agir pour la transition énergétique en outre-mer français, donc à La Réunion et en Guadeloupe où nous avons des centrales bagasse charbon, pour pouvoir passer au 100 biomasse. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir capitaliser sur notre savoir-faire comme on l'a fait en développant notamment nos activités au Brésil, mais de poursuivre à l'international et de déployer ce modèle-là dans d'autres pays où la culture de canne, est assez, représentative, en fait, de la production, de sucre au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions de tonnes de bagasse qui ne sont pas valorisées à l'échelle mondiale. Le développement que nous avons eu au Brésil a suivi la même logique que celle dans les DOM, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les sucriers, ont externalisé leur production d'énergie et de notre côté, on vient améliorer cette valorisation en valorisant toutes les calories qui sont contenues dans cette bagasse, hein, en énergie. Le troisième pilier, c'est celui du solaire, de continuer à développer donc le solaire, dans notre mix de production et notamment en travaillant sur des solutions innovantes et notamment, le stockage. Donc on a quelques installations aujourd'hui, en outre-mer qui ont des installations de stockage pour pouvoir pallier justement à cette intermittence et pouvoir apporter un service supplémentaire au réseau et notamment à notre client EDF qui a besoin, d'électricité parfois en période de pointe, notamment en soirée, quand tous les habitants, rentrent chez eux à leur domicile et commencent à faire fonctionner les appareils. Cette stratégie en 3 piliers, elle a pour objectif, eh bien, de faire passer notre mix de production à plus de renouvelables
Et la trajectoire que nous avons dessinée depuis maintenant quelques années, c'est celle d'atteindre plus de 80 d'énergie renouvelable dans notre mix de production d'ici à 2023. Sachant que voilà, cette trajectoire avait été définie, dès 2013 et que, on voit l'étape 2018 où on a déjà franchi, un bon palier, notamment par le développement du Brésil. Donc la partie fossile, c'est encore 38 de notre mix de production et un palier assez important devrait être atteint avec la transition et la conversion de nos centrales en outre-mer. Alors, nous avons décidé donc de contribuer à cette expérimentation ACT. Donc c'était un engagement plutôt volontaire de la part d'Albioma, qui a déposé donc, sa candidature lors de l'appel à candidature de l'ADEME, pour pouvoir, contribuer et pouvoir tester en fait la méthode. Comme l'a très bien dit, Rémi Pierre, cette méthode a pour objectif de compléter une approche quantitative, donc de calcul des émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qu'Albioma, a déjà l'habitude en fait de calculer. Alors pas forcément au niveau d'un bilan carbone propre, mais tout simplement parce qu'en tant que producteur d'énergie, et notamment, donc dans le secteur, au niveau européen, on est soumis aux échanges de quotas CO2. Donc on a l'obligation en France, une obligation réglementaire de, déclarer nos émissions de CO2, et elles sont contrôlées par l'administration. Et là, on parle plutôt des émissions directes, c'est-à-dire celles qu'on a, à la cheminée au niveau de nos installations. Donc c'est quelque chose que l'on connaît très bien, qu'on maîtrise très bien et évidemment avec la conversion de nos centrales bagasse charbon, la trajectoire de 80 de renouvelables à 2023, on va faire chuter de plus de 50 nos émissions directes, hem, de CO2. Donc l'expérimentation ACT, ce que nous avons particulièrement apprécié, c'était notamment la partie formation. Donc on a eu au démarrage de l'expérimentation, en fait, une étape, d'un jour, un peu plus d'un jour sur la formation autour de la méthode, mais aussi, au-delà de la méthode, c'était une manière de redonner un petit peu la big picture en matière d'engagement climatique. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de scénarios entre le GIEC, entre l'Agence internationale de l'énergie, au niveau européen, voire au niveau français. C'est aussi une manière, à un moment donné, de se dire, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met en lien toutes ces initiatives et tous ces engagements. Donc d'une part, pour nous, Albioma et notamment pour mes équipes, c'est un point qui était quand même assez important et qui a permis de clarifier aussi, là où on se situait sur, les sujets climatiques au niveau international et finalement comment pour une petite structure comme Albioma, entreprise taille intermédiaire, on pouvait, agir au travers de ça. Hem, donc ce acte nous a, tout simplement démontré que, à travers justement l'utilisation, des scénarios, grâce à la méthode, on pouvait donc transposer ces engagements à une maille assez fine, donc d'une part sectorielle, mais aussi géographique. Étant donné que dans notre cas, on a quand même un contexte géographique assez particulier avec notre implantation en outre-mer, c'était aussi intéressant de pouvoir le transposer à cette échelle-là et de pouvoir comparer, donc par les analyses de tendance, où est-ce qu'on se situait. Au-delà de ça, comme je vous le disais, on connaît très bien nos émissions directes. Heu, Dans le cadre de la méthode ACT, il a fallu estimer nos émissions indirectes. C'est quelque chose, on n'a pas encore, on est en cours, on est en train de le faire, de travailler sur un bilan carbone global groupe et l'objectif de ce bilan carbone, c'est justement d'y intégrer de façon plus précise et plus fine que ce qu'on a pu faire dans le cadre de l'expérimentation ACT, le calcul de ces émissions indirectes, dans le but derrière de compléter notre plan d'action, sur nos émissions, la réduction de nos émissions directes à travers la conversion, par un plan d'action aussi sur, le travail sur nos émissions indirectes. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours au niveau du groupe et qui a pour objectif en 2020 de pouvoir débattre et discuter en interne d'un plan supplémentaire, complémentaire sur nos émissions indirectes. Ce serait une manière, de pouvoir renouveler aussi l'expérience, ACT, en complétant et en affinant avec une trajectoire
un peu plus longue que celle aujourd'hui de nos objectifs 2023, donc avec une échéance peut-être 2030, voire 2040, sur des engagements sur nos émissions indirectes. Ce qui est ressorti de cette expérimentation, c'était justement alors ce que je viens de citer sur la définition d'objectifs stratégiques à long terme, et c'était aussi, et ça on en était déjà bien conscient, le fait de rendre encore plus visible et plus proactif l'engagement d'Albioma vis-à-vis du public sur ce sujet de la lutte contre le changement climatique. C'est quelque chose qu'on a mis en œuvre, depuis maintenant, depuis 2018. Donc au moment où l'expérimentation ACT a démarré, on constituait, une véritable communication autour de la transition énergétique et aujourd'hui on communique, largement sur les réseaux sociaux pour pouvoir, sensibiliser et à la fois expliquer, faire de la pédagogie autour de nos activités et autour de notre projet. Enfin, l'expérimentation ACT pour nous, heu, a aussi une vraie utilité dans le sens où pas seulement, une méthode pour nous en interne, voir comment on se positionne par rapport aux stratégies de décarbonation, mais aussi vis-à-vis de certains partenaires, parties prenantes, notamment, au niveau des investisseurs, voire au niveau de nos actionnaires. Puisque dans l'actionnariat d'Albioma, on a notamment par exemple la Caisse des dépôts, et consignations, et qui est amené à nous poser des questions sur, notamment, nos actions en matière de lutte contre le changement climatique. Le fait d'avoir participé à ACT permet aussi de valoriser en fait, ce type d'action auprès de nos partenaires et c'est une manière de renforcer, de rendre, encore une fois, plus proactifs les engagements, que nous avons pris. Voilà, j'en ai terminé de mon côté également Ok, et bah on peut oui. ouvrir la série de questions. Merci Charlotte pour la présentation de vos engagements et de votre stratégie. En effet, il y avait quelques questions. Je voulais juste réagir de manière globale par rapport à ce qu'a dit Rémi Pierre et ce que tu viens de dire Charlotte sur le fait que, en effet, ACT c'est aussi l'occasion, l'opportunité de se poser la question sur l'ensemble de la chaîne de valeur en fait de vos activités. Enfin, j'ai entendu parler beaucoup de bilan carbone, de partenaires, d'engagement vis-à-vis du public, de fournisseurs, de clients. Donc voilà, c'est aussi l'idée de finalement d'aller au-delà de ce qu'on peut faire d'habitude sur ces sujets. Rémi Pierre, je propose de commencer par toi. Je pense que tu as eu le temps de regarder les questions te concernant. Il y en avait une, je Oui. pense que tu as déjà répondu, mais peut-être que c'est bien de repréciser pourquoi le CDP. Ouais, initialement, le CDP, parce que c'est la notation de référence reconnue par les investisseurs. Ce qui fait un peu la force du CDP en lui-même, c'est que l'organisation regroupe un certain nombre d'investisseurs qui se mettent d'accord sur un référentiel commun. Donc, c'est pour ça qu'eux ont une position spécifique et que nous, dans notre réponse à l'ensemble des sollicitations d'analystes extra-financiers sur nos enjeux climat, généralement, on nous demande notre CDP et ça fait référence sur... ça évite aux autres analystes de reposer la question. Donc, c'est pour ça que ACT est aussi au-delà de la présence de l'ADEME, que ce soit coporté par le CDP, ça lui donne un rayonnement international et de référence auprès de la communauté financière. Okay. Et pour compléter peut-être dans l'histoire de ces outils et méthodes, le CDP est une des parties prenantes du Science Based Target Initiative. Donc Oui, finalement, il y a une oui, certaine logique et une cohérence ouais, entre toutes ces démarches. Et chacune de leurs initiatives, du coup, que ce soit le CDP, les SBT et aujourd'hui ACT, ont tendance à faire référence pour les grandes entreprises en tout cas, quoi. Ok. Merci pour ce retour sur le Made in France. Alors, oui, non, nous, notre modèle, il est pas aujourd'hui. Nous, notre modèle à la base, c'est pas de la fabrication française. Donc, nos produits aujourd'hui, je pense que j'ai pas les chiffres exactement et tout dépend des catégories de produits, mais on doit produire à peu près les 2/3 de nos produits, notamment les articles de décoration hors d'Europe et du coup majoritairement en Asie. Ensuite, ça va dépendre des catégories de produits parce que, par exemple, sur les canapés, on fait 75% de nos canapés en France aujourd'hui. Donc ça dépend des catégories, mais c'est une question qui est très pertinente parce que le transport des produits pèse une part importante
des émissions de gaz à effet de serre. C'est loin d'être la majeure partie, parce que la majeure partie, c'est vraiment les différentes phases de fabrication des produits, donc que ce soit les matériaux, les textiles, les matières plastiques, notamment le mousse de rembourrage dans du mobilier, encore plus que leur acheminement, mais dans la trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, on se pose évidemment la question de la part de la production qui pourrait être localisée vers du sourcing un peu plus proche, notamment en Europe. Donc c'est un enjeu, c'est un des sujets. Et l'autre sujet la question qui était posée, c'était sur la saisonnalité des produits. On est une entreprise qui s'est beaucoup développée sur le style et donc sur un modèle qui est assez proche de celui de la mode. On est conscient que c'est un modèle qui doit aussi changer et on regardait avant uniquement le style des produits dans leur conception. Aujourd'hui, nos acheteurs travaillent sur des produits plus fonctionnels, plus respectueux de l'environnement, avec une durée de vie plus grande, et les modèles d'économie circulaire autour du réemploi, de prolongation de la durée de vie des produits vont dans ce sens-là, mais ça demande de trouver des nouveaux relais de développement de l'entreprise pour pas uniquement se concentrer sur le chiffre d'affaires généré par la collection printemps-été, mais d'autres services autour du réemploi, autour du conseil client, etc., pour décarboner un peu le modèle. Ok, merci pour ces réponses. J'en profite juste parce que tu as insisté aussi sur le fait de vouloir utiliser Act de manière régulière. C'est l'occasion aussi de dire, et je pense que Edouard pourra conforter mes propos, mais que au-delà de nouveaux développements méthodologiques et de nouveaux secteurs qui devraient apparaître, ces méthodes ont aussi vocation à être mises à jour. À des pas de temps à définir, bien entendu, mais ça conforte en fait l'idée de se tester régulièrement avec cette méthode. Du coup, Charlotte, on avait quelques questions aussi pour toi. Au-delà du fait qu'il y a des volontaires pour aller travailler dans les dom-toms, mais ça, je te laisserai voir directement avec la personne concernée. Sur le facteur d'émission de la bagasse, est-ce que vous avez, comparé, c'est peut-être un peu technique, mais j'imagine que tu as des chiffres là-dessus. Alors, pas complètement, parce qu'au fait, aujourd'hui, si on regarde le marché du carbone et notamment ce à quoi on est soumis sur les quotas CO2, aujourd'hui, ça ne porte que sur la partie charbon. Donc, la bagasse, étant de la biomasse considérée comme renouvelable, aujourd'hui, il y a une hypothèse qui est faite au niveau européen que, la biomasse, en fait, est considérée comme neutre en carbone. Puisqu'en fait, ce qu'on va émettre à la cheminée, c'est finalement ce que la plante aura capté, pendant sa croissance. Donc au niveau bagasse, non, j'aurais pas forcément le chiffre parce que, Ok, dans la réalité, oui, il y a des émissions, mais en fait, elles sont compensées et capturées. Donc celles-ci, on ne les mesure pas. Ce sont celles qui sont liées au charbon et donc à l'énergie fossile. ok. Et ça, du coup, c'est des choses qui sont inscrites dans la base de données de l'ADEME. Enfin, concrètement, quand vous faites votre bilan. Enfin, une question Alors totalement naïve, mais c'était juste histoire de comprendre. alors quand on travaille, sur la déclaration de nos émissions CO2 dans ce marché du quota CO2, on ne se base pas forcément sur les facteurs d'émission de l'ADEME, mais en fait, on fait des Ok. calculs assez précis par rapport au contenu du charbon, le contenu carbone du charbon. Donc en fait, notre combustible, on l'analyse, hein, quand il entre, sur nos sites et quand il arrive, sur les îles, et c'est ces calculs-là que l'on fait. Donc c'est des calculs assez précis basés sur, en fait, la composition réelle. Hmm. Ok. Il y avait une explication de texte aussi sur la carte au niveau mondial sur les couleurs, si la partie verte incluait uniquement la bagasse ou si c'était une combinaison entre le charbon et la bagasse. Alors en fait, la carte, avec la géographie, ce sont des indications de puissance. Donc c'est la puissance installée de nos installations. Donc c'est la puissance de l'équipement. Donc Ok, que ce soit à bagasse ou au charbon, ce sera le même type de puissance en fait. d'accord. Et vu qu'il y a un mix qui couvre les deux, forcément il y a forcément les deux en fait qui sont utilisés dans le thermique aujourd'hui. Oui, Vous avez à aujourd'hui part oui, au Brésil, à part au Brésil, tout à fait. si j'ai bien compris. Ok, et du coup le zéro charbon à part au Brésil, c'est pour quand? Enfin, c'est la dernière question. Alors, on est aujourd'hui à l'œuvre sur cette transition. Il faut savoir qu'on a en tout 9 centrales thermiques à convertir, donc ce qui est Mhm. assez conséquent.
9 chaudières. Ce sujet de la transition, il faut aussi qu'on le soumette à notre client qui est EDF. Donc c'est un process qui est assez cadré, structuré. Donc les plannings aujourd'hui sont encore en train d'être travaillés pour certaines de ces centrales, mais on est déjà engagé dans la conversion puisqu'en Guadeloupe, une de ces chaudières a déjà obtenu en fait la validation de la part d'EDF de la conversion et on est déjà en train de faire les travaux cette année pour pouvoir mettre en service courant 2020. Ok. Bah, c'était pas une question piège, hein. C'était comme on parle de stratégie à long terme dans Bien Act, sûr, savoir s'il y oui. avait des objectifs après 2023, finalement de zéro charbon, quoi. Oui, C'était ça alors la question. oui, oui, mais c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, on a 9 centrales. Aujourd'hui, d'après ce qu'on voit en planning, quand on fait les plannings de façon fine, c'est que d'ici 2023, on devrait faire une grosse partie de la conversion, si tout va bien et il nous restera quand même d'autres centrales à convertir et c'est le pas de temps et là, en tout cas d'ici 2030, a priori, la conversion pourrait, avoir, terminé, et le charbon pourrait être terminé. Ok. Bah, merci pour ces témoignages à tous les deux. Je vous propose de poursuivre parce qu'il y avait quelques questions en plus en introduction qu'on n'a pas traitées avec Edouard. Donc, si on avance un peu, donc il est temps de changer d'énergie, en effet, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Voilà, donc sur Act et ses futurs développements méthodologiques, Edouard, n'hésite pas à intervenir au fur et à mesure de mon intervention. Pas de souci. Mais vous avez compris que finalement Act était une démarche vivante et qui finalement s'alimentait de manière continue. Donc là, Edouard vous a présenté les secteurs historiques qui ont fait l'objet des expérimentations, production d'électricité, construction automobile et commerce, la partie bâtiment et construction qui est en cours d'expérimentation, donc qui devrait voir le jour normalement en 2020. Et donc il y a un certain nombre de secteurs qui vont aussi faire l'objet de développement méthodologique, dont les trois prochains qui sont pétrole et gaz, transport et ciment. Le choix a été fait par l'ADEME et le CDP de s'attacher de façon prioritaire aux secteurs les plus émissifs. C'est pour ça que vous retrouvez aussi beaucoup de secteurs issus de la chimie et de l'industrie. Donc après, vous allez avoir la métallurgie, le verre, la chimie, des sujets sur l'agroalimentaire, l'agriculture et le papier. Certains d'entre eux, si vous avez suivi l'intervention d'Edouard, ont déjà fait l'objet d'expérimentation, mais plutôt pour les TPE-PME. Donc c'est l'idée de reconstruire une méthode globale. Et puis quoi dire d'autre si les deux finalement référentiels, on va dire, qui sortent un peu du cadre, qui sont l'acte générique pour les entreprises non couvertes et le acte région, alors qui s'appellera peut-être pas acte région, mais en tout cas qui permettra de travailler à l'échelle des régions, notamment au niveau national. Donc, et ça, finalement, bah, c'est par pas de temps, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va avoir des nouvelles méthodes qui vont apparaître et les anciennes méthodes vont aussi être revues régulièrement. Donc, vous avez compris que finalement, on n'était pas prêt de s'arrêter sur le développement méthodologique de Act. Juste pour compléter, du Oui, coup, Damien, là-dessus, merci pour le panorama. Juste pour être complet, un développement méthodologique représente à peu près 6 mois pour vraiment de construire une méthodologie avec un groupe de travail en réunissant les parties prenantes concernées. Et après, on fait 6 mois de tests. C'est pour ça que, par exemple, sur le secteur de la construction et de l'immobilier, on est en période de test. Donc, on a 6 mois supplémentaires de tests avant l'ouverture du secteur dans le dispositif ACT. Donc, grosso modo, il faut compter voilà, 1 an de développement méthodologique en incluant la rédaction de la méthodologie et son expérimentation. c'est ça. Sachant que tout est couplé, quoi. Vous avez des secteurs qui sont en cours de rédaction en même temps que ceux qui sont en expérimentation. Enfin, finalement, c'est un processus continu de développement méthode. Quelles sont les entreprises? Bon, je répondrai aux questions après. Du coup, sur la gouvernance de Act, là aussi pareil, Edouard, puisque du coup c'est un projet porté par l'ADEME, mais ce qu'il faut retenir de ce schéma qui est aujourd'hui en anglais, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait par les partenaires historiques du projet, qui sont l'ADEME et le CDP, notamment sur la partie comité de pilotage. Pendant très longtemps,
Ce comité de pilotage a été constitué uniquement de ces 2 partenaires. L'objectif maintenant, c'est de faire vivre ACT, de déployer et d'ouvrir cette gouvernance, alors à la fois sur sa partie comité de pilotage, et là je pense que l'ADEME et le CDP sont ouvertes à discussion pour rejoindre la démarche, et sur la partie aussi développement méthodologique que vous avez à droite finalement par l'intermédiaire de groupes de travail techniques qui vont associer les experts d'un secteur, que ce soit des entreprises, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des ONG, des institutionnels, qui vont finalement travailler tous main dans la main pour construire ces futures méthodologies. Donc en effet, comme je vois les questions passer en même temps, à chaque finalement départ de nouvelles constructions méthodologiques, il y aura des entreprises qui vont rejoindre les expérimentations et la rédaction de ces futures méthodes. Et de toute façon, comme l'a dit Edouard en introduction, il y a un guide méthodologique pour construire ces méthodologies. Alors, ça fait beaucoup de termes méthodologiques dans la même phrase, mais l'idée, c'est de quand même d'appuyer ces groupes de travail technique sur la construction de ces méthodes. Donc voilà, donc l'ADEME et le CDP sont totalement ouvertes à l'élargissement et au déploiement de ACT, et notamment dans l'ouverture de sa gouvernance. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Edouard. Oui, parce que je vois un peu les questions défiler aussi. Il y a pas mal de questions sur comment participer aux expérimentations, comment tout simplement être tenu informé aussi. On a donc un site sur notre centre de ressources bilan gaz à effet de serre de l'ADEME. On distille quelques informations sur justement les actualités sur ACT et où est-ce qu'on en est. Et on est en train du coup de mettre à jour le site vraiment de l'initiative en tant que telle, donc l'initiative internationale qui va être le site actinitiative.org ou .net, les deux sont possibles, pour justement être plus visible et plus transparent sur nos développements. Donc on est en train de lancer ce chantier-là de communication sur le site internet de l'initiative ACT. Et si vous avez des questions particulières sur les actualités, mais également pour participer aussi aux expérimentations, n'hésitez pas à m'envoyer un email, edouard.fordrin@adem.fr, et ensuite moi je rerouterai vers les différents. On est une équipe, que ce soit au niveau ADEME ou que ce soit au niveau CDP. On a chacun en charge le développement de secteur. Donc après je rerouterai vers les bonnes personnes en fonction des secteurs d'activité, mais n'hésitez pas à me contacter en direct pour ça. Les 4 mails, enfin nos 4 mails sont présents dans la slide d'introduction. Je le précise pour ceux qui n'ont pas noté. Mais en effet, la porte d'entrée France, c'est Edouard. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Je poursuis. Du coup, je te laisse la main aussi sur celle-là, Edouard. Ouais, justement, par rapport, ça fait la suite par rapport à ce que je dis. La porte d'entrée, effectivement, en France, c'est moi, et après, effectivement, en fonction des besoins, je rerouterai si nécessaire. Mais en fait, mon objectif, c'est aussi, et notre objectif avec l'initiative ACT, c'est qu'on arrive à mettre en place des initiatives locales. Quand je dis locales, c'est par exemple à l'échelle d'un pays. Donc, vu que l'ADEME, on est implanté en France, on est sur l'accompagnement et la transition écologique en France sur les différents acteurs. On voulait du coup mettre en place un programme volontaire d'ACT en France. Donc ça passe par différentes choses. Donc il faut mettre en place un écosystème et tout un mécanisme qui va permettre aux entreprises de travailler sur la transition bas carbone au niveau français. Donc nous à l'ADEME, on fait un accompagnement financier des entreprises. Donc on accorde des subventions de manière assez classique sur différents sujets, mais là on est sur le sujet du coup de la transition bas carbone et d'une évaluation ACT. On a fait un premier programme volontaire ACT en 2019 qui est clôturé maintenant, qui nous a permis d'avoir quelques candidatures et une première vague du coup d'entreprises qui vont faire une évaluation ACT là d'ici la fin de l'année ou début d'année 2020. Et sachez qu'on va renouveler ce programme volontaire en 2020, donc avec l'ouverture de subventions pour les entreprises pour l'évaluation ACT. On n'a pas encore défini toutes les modalités et toutes les choses précises. On s'appuiera quand même beaucoup sur ce qu'on a fait en 2019,
mais on reverra potentiellement quelques éléments. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on mettra du coup aussi sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé ou à m'envoyer un email pour que effectivement on puisse vous accompagner encore en 2020 sur ce genre de dispositif. Ça, c'est l'accompagnement financier, des subventions possibles côté ADEME. Il y a un accompagnement technique des entreprises grâce du coup à des bureaux d'études qui sont formés à la méthodologie et aux outils ACT. Actuellement, on a à peu près une vingtaine de bureaux d'études qui ont été formés à la méthodologie par l'association Bilan Carbone. Et cette liste des bureaux d'études, pareil, on va essayer de travailler pour la rendre plus transparente, mais elle est tout à fait pour le moment disponible sur demande sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et on va essayer aussi de la rendre plus accessible. Donc un accompagnement financier, un accompagnement technique et une formation, une offre de coût de formation. Ça, c'est l'association Bilan Carbone qui est notre partenaire là-dessus. Et puis Damien, tu feras un petit focus du coup là-dessus Tout juste à fait. après. Donc du coup, je vais basculer aussi sur la dernière composante au niveau français de l'écosystème ACT. Ce sont les investisseurs. On en a parlé un petit peu, mais je réinsiste là-dessus. Ça a été souligné notamment par Rémi-Pierre Laprand et puis Charlotte Thévenet. On travaille aussi sur l'engagement des investisseurs. On a 6 investisseurs institutionnels en France qui se sont engagés dans ACT en 2018. La retraite additionnelle de la fonction publique, l'agence de participation de l'État, la Caisse des dépôts dont a parlé Charlotte, le Fonds de réserve des retraites, BPI France et Arcantec qui se sont engagés du coup dans une charte ACT et qui du coup demandent via cette charte, demandent aux entreprises de leur portefeuille d'utiliser ACT et d'améliorer leurs notes le cas échéant quand les entreprises sont couvertes par un secteur. Donc voilà, on est en train de mettre en place cet écosystème avec une offre de formation, un accompagnement financier, un accompagnement technique par des bureaux d'études et une sensibilisation et un engagement de la part des investisseurs pour que cette transition bas carbone au niveau des entreprises prenne de plus en plus d'importance en France. Ok, merci Edouard. Je vais répondre à la question là qui est apparue depuis, enfin au moins 3 fois depuis le début sur le coût de l'évaluation ACT hors subvention. Donc là, on s'est basé en fait sur les deux expérimentations que Edouard a présentées. On estime, en gros, sans parler de coûts, qu'il faut à peu près 5 jours côté entreprise et 5 jours côté consultant pour réaliser l'évaluation. Donc après le coût, voilà, vous avez à peu près le prix jour d'un consultant en tête. On est entre 3 000 et 5 000 euros, je pense, pour cet accompagnement sur de l'évaluation. Sachant que voilà, il faut compter à peu près le même nombre de jours pour côté entreprise, pour un responsable RSE ou pour un chargé de projet RSE sur ce sujet. Et pour être tout à fait complet, donc je te rejoins tout à fait sur les coûts, hein, Damien, et on a aussi, on commence à mettre en place un système aussi alors non pas de vérification au sens strict, mais de revue critique des évaluations ACT par un autre bureau d'études indépendant, donc qui est un coût supplémentaire qu'on estime à 3 000 euros à peu près, mais qui pour le moment est optionnel. Ça, c'est plutôt réservé aux entreprises qui vont vouloir communiquer de manière large vers leurs parties prenantes. S'il y a communication, il y a besoin de s'assurer que l'évaluation ACT a été faite en respectant les bonnes pratiques, d'où la possibilité de faire cette revue critique optionnelle, évaluée à 3 000 euros par rapport à ce que tu viens de dire, Damien. Tout à fait. Exactement ça. Du coup, vous êtes tous posé la question depuis le départ pourquoi l'association Bilan Carbone était partie prenante de cette conférence. Mais Edouard en a un peu parlé. En effet, nous on est partenaire. Alors on a participé à l'expérimentation française auprès des TPE, PME et je remercie Charlotte pour avoir signalé que la formation a été un plus sur ce suivi ACT. Mais nous sommes partenaires en effet de l'ADEME sur le volet formation et donc on propose donc avec l'ADEME on propose un dispositif avec 3 niveaux de sensibilisation, de formation. Je vous ai présenté sur le slide que vous voyez sur votre écran les prochaines dates. L'idée, c'est voilà, on a une demi-journée d'introduction à la démarche ACT, dont
voilà, on va le 16 décembre prochain et le 7 janvier, donc on a déjà des dates sur 2020, des sessions qui sont programmées. On a un niveau 2 qu'on appelle, c'est le niveau entreprise. Finalement, c'est sur une journée, comprendre un peu la méthode et être en capacité de suivre l'accompagnement par un bureau d'études ou un consultant spécialisé. L'idée, c'est vraiment de rentrer un peu dans le détail de ce qu'a présenté Édouard et éventuellement, en fonction des besoins, de travailler sur des spécificités sectorielles. Puisque à terme, et vous l'aurez bien compris, ce dispositif de formation a aussi vocation à évoluer avec l'apparition des nouveaux développements méthodologiques et des nouveaux secteurs. Donc pour l'instant, on fait un zoom sur les secteurs existants, mais on suit l'avancée des travaux pour mettre à jour nos formations. Et puis, il y a un niveau 3, là, qui sont 2 jours dédiés aux évaluateurs. Donc la prochaine session, c'est le 12 et le 13 décembre à Paris. Donc c'est pareil que comme pour Edouard, vous avez mon mail de toute façon en début de support. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les outils d'évaluation avec les personnes présentes en formation et d'être en capacité de fournir cette licence qui va permettre aux évaluateurs de réaliser ces évaluations. Voilà, donc on reste sur un schéma relativement classique. À quand des formations actes par visio? C'est une bonne question parce qu'on y réfléchit, on a de plus en plus de demandes, mais je réponds à la question en même temps. Voilà, donc du coup, je répondrai aux questions après, mais voilà, en gros, voilà ce package qu'on propose. Aujourd'hui, on est à peu près à une cinquantaine. En fait, on a commencé la démarche et le programme de formation a débuté en avril. ACT, c'est vraiment 3 ans d'expérimentation, mais lancé officiellement en 2019. On est à une soixantaine de personnes formées depuis avril sur entreprises, bureaux d'études et investisseurs confondus, parce qu'on a aussi quelques investisseurs et quelques acteurs de la finance qui sont venus se faire former à la méthode. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Edouard, ou si on répond aux questions maintenant. Vu qu'il est 15h30. Non, c'est bon, ouais. Je vais répondre sur la question des coûts des formations, hein, pas de tabou. Les coûts des formations, on est sur 400, alors de mémoire, hein, parce que tout est sur notre site internet, 400 € pour le niveau 1, 800 € sur le niveau 2 et 1006 sur le niveau 3, sachant que en tant qu'organisme de formation, ces formations et l'ABC est référencé dans le Datadoc. Donc normalement, si tout se passe bien, elles sont prises en charge par les organismes de formation. Voilà. Sur le coût, il y avait quelques questions sur comment trouver un prestataire, on y a répondu. La formation, on y a répondu. Non, finalement, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions Je pense qu'on du a fait départ. pas mal le tour des questions, juste Ouais. voilà, pour vraiment insister, tout ce qui va être du coup, si vous en tant qu'entreprise, si vous êtes volontaire pour participer à des travaux méthodologiques. On a parlé aussi, il y a une question à un moment sur l'étude du niveau juste avant ACT pour Oui. les entreprises qui ne sont pas totalement matures. Voilà. N'hésitez pas à me solliciter directement via mon adresse mail ou mes coordonnées, je les ai mis sur la présentation et comme ça on identifie effectivement les bonnes personnes pour travailler sur ces sujets-là. Donc tout ce qui est effectivement quelque part du volontariat pour s'engager dans l'initiative, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à me contacter. Sur la partie vraiment évaluation acte, sur la partie formation, c'est Damien, vous l'avez bien compris. Eh ben, merci beaucoup. Merci Rémi-Pierre, merci Charlotte, merci Edouard. Merci à vous d'avoir participé à cette session. Et puis, nous, on aura un stand côté association de bilan carbone jeudi sur le salon virtuel. Je ne sais pas si l'ADEME sera présente. J'ai plus en tête les stands. Mais voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour aussi au salon virtuel jeudi prochain. Il y aura plein de partenaires du salon. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et bonne fin de journée. Très bonne fin de journée. Au revoir.